Donc dans cette deuxième partie, je vais essayer de capitaliser un petit peu sur ce dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Donc vous montrer comment les mécanismes dont je vous ai parlé peuvent expliquer l'influence de certains facteurs environnementaux, en particulier le stress, sur des comportements complexes et comment ça peut être transmis à travers les générations. Comme on est un tout petit peu en retard, j'ai regardé un tout petit peu tout à l'heure, je vais éliminer ou je ne vais pas vous parler de certaines diapositives que j'avais préparées et je vais essayer de me concentrer sur l'essentiel pour éviter de diluer un petit peu le message. Donc je vais quand même vous présenter le concept du stress précoce comme facteur d'altération épigénétique et comme ayant des conséquences chez l'adulte qui peuvent être, comme le conséquent dont on vient d'entendre, qu'on a entendu plusieurs fois, le fait que l'effet d'une manipulation précoce peut avoir une certaine phase de latence, ne peut être visible, observable que de nombreuses années après l'exposition à ces facteurs environnementaux. Je ne vais pas vous parler de la physiologie du stress parce que ce n'est pas complètement essentiel au message. Par contre, je vais vous parler chez les rongeurs de la base épigénétique, de la différence de susceptibilité au stress. Donc il y a des individus comme chez l'homme qui sont susceptibles au stress alors que d'autres sont résistants ou résilients au stress. Et je vais vous montrer quels sont les mécanismes épigénétiques qui sont potentiellement responsables de cette différence. Et ensuite, je vais passer à des modèles animaux de stress, donc stress prénatal et stress postnatal. Et je vais me concentrer en particulier sur un modèle que nous avons développé dans mon laboratoire. C'est un modèle de stress traumatique postnatal imprévisible dont les effets sont assez importants sur le comportement. Ça induit des profils de dépression, de comportements antisociaux, de problèmes de mémoire et qui sont transmis à travers les générations. Et là, je vais refaire le lien de nouveau avec les mécanismes pour vous montrer quels sont les mécanismes potentiels d'héritabilité. Donc, dans les facteurs environnementaux qui peuvent perturber le profil épigénétique, comme je vous ai dit, il y en a de nombreux. Un des facteurs les plus importants pendant la vie, pendant les premières années de la vie, sont tous les facteurs sociaux qui sont liés aux soins maternels, à la famille, à l'environnement social, aux notions de sécurité, prévisibilité, prévenance, le fait que des petits ont besoin d'être soignés par leurs parents, par leur mère, et ont besoin d'un environnement qui soit sécurisant, qui soit protégé. Et ça, c'est vraiment la réalité pour de nombreuses espèces, non seulement chez l'homme, mais quasiment chez tous les mammifères. Et c'est surtout la notion de... bien évidemment, tout ce qui est lié à l'alimentation, il faut que les petits soient nourris de façon correcte, mais il y a aussi la notion comme je disais, d'attachement maternel, de sécurité et de confiance, et le fait que ce soit des soins qui soient amenés quand les petits en ont besoin. Et ce qui était observé chez l'homme, c'est que si c'est les soins maternels ou l'environnement social durant les premières années de la vie, en particulier, sont perturbés par des événements traumatiques, par la violence dans les familles, par des abus, que ce soit physiques ou sexuels, par la négligence émotionnelle. Ça peut conduire à des perturbations physiologiques et comportementales chez les individus qui sont manifestées par des symptômes ou par des maladies psychiatriques déjà visibles chez le jeune enfant ou chez l'adolescent, comme des désordres de personnalité, la dépression, l'anxiété, l'addiction, des tendances suicidaires. Et que ces maladies psychiatriques, ou même si ce sont juste certains symptômes de ces maladies psychiatriques, persistent à travers toute la vie et sont souvent observés chez l'adulte, mais également dans les générations futures. Et comme je vous disais
précédemment, malgré des tas d'analyses génétiques qui ont essayé d'associer ces symptômes, ces maladies psychiatriques à certains gènes. Aujourd'hui, on ne connaît pas un gène de la dépression, un gène de la schizophrénie. Donc c'est vraiment une combinaison de facteurs environnementaux qui sont non favorables pendant l'enfance chez l'homme, qui sont responsables du développement de ces maladies. Donc la question que je vais aborder là, c'est l'influence du stress, parce que évidemment toutes ces perturbations sociales, environnementales sont porteuses de facteurs de stress imprévisibles. Et c'est vraiment ces notions de stress qui font le lien entre l'épigénétique, le profil épigénétique, le bagage épigénétique, la formation de ce bagage et les maladies psychiatriques ou des altérations dans les fonctions du cerveau plus tard dans la vie. Donc ça, je ne vais pas trop détailler. Je vais me concentrer sur des observations qui ont été faites chez les rongeurs, qui sont similaires à l'homme. Le fait qu'il y ait des individus qui soient sensibles au stress, alors que d'autres individus, naturellement, vont être beaucoup plus résistants au stress. Donc le stress, qu'est-ce que le stress ? Le stress, c'est un état qui perturbe fortement l'équilibre physiologique et psychologique d'un organisme. Donc ça peut avoir des manifestations non seulement comportementales, mais également physiologiques. Il y a de nombreuses perturbations métaboliques, maladies métaboliques, diabète, ou de susceptibilité au cancer qui sont liées au stress. Donc c'est vraiment un ensemble de perturbations au niveau du fonctionnement du corps, mais aussi au niveau de la santé mentale. Les individus sensibles au stress s'adaptent mal et ont des réponses inappropriées qui peuvent être temporaires ou, lorsque le stress est répété, qui peuvent devenir des états persistants de mal-être. Par contre, les individus résilients ou résistants sont moins sensibles au stress et ils perçoivent des situations d'adversité comme peu ou pas menaçantes. Face à une même situation, un individu sensible va perdre ses moyens, va se sentir menacé, ne va pas pouvoir adopter des réponses appropriées, alors qu'un individu résistant va prendre les choses avec beaucoup plus de calme et va être peu affecté par cette situation de stress. Donc les individus résilients sont vraiment capables d'élaborer des réponses physiologiques et psychologiques adaptées. Tôt dans la vie, ce sont des réponses qui sont un petit peu intuitives, innées, mais ensuite ce sont des réponses qu'on peut apprendre. Il y a des gens qui peuvent être relativement résistants au stress, mais qui peuvent apprendre à le devenir un petit peu plus, à force d'y être exposés et à force de voir quel est le bénéfice de certaines réponses adaptées. Donc il y a aussi toute une notion d'apprentissage dans la résistance au stress. De même, dans la sensibilité au stress, quelqu'un qui est peut-être résistant au début de sa vie, à force, s'il est exposé à des stress qui sont traumatiques, qui ont des conséquences visibles et à long terme, peut perdre de son assurance et devenir encore beaucoup plus sensible au stress que quelques années auparavant. Donc ce sont des notions qui sont modulables en quelque sorte. Ce qui correspond au fait qu'elles aient des bases épigénétiques, parce que l'épigénétique sont des mécanismes qui sont dynamiques, qui sont variables. Mais ces différences s'observent quel que soit l'âge, le sexe, la culture et les espèces, parce que ce sont des différences qui sont également observées chez les rongeurs. D'ailleurs, c'est le fait que ça soit observé chez les rongeurs qui a permis de creuser un tout petit peu plus les aspects mécanistiques et d'étudier les facteurs épigénétiques qui seraient susceptibles d'être responsables de ces différences. Donc les mécanismes, quelle est la base épigénétique de la sensibilité et de la résistance au stress ? Les mécanismes qui sous-tendent la sensibilité et la résilience au stress dépendent, comme beaucoup d'autres phénotypes, comme je vous ai dit tout à l'heure, dépendent d'une combinaison de facteurs génétiques et non génétiques ou épigénétiques qui interagissent de façon complexe et indirecte. Et encore une fois, les mécanismes épigénétiques qui sont impliqués dans la différence de sensibilité au stress sont la méthylation de l'ADN et la modification des protéines histo. Pour ce qui est connu, il y a peut-être d'autres mécanismes épigénétiques qui interviennent, qui ne sont pas encore connus, qui n'ont pas encore été étudiés. Donc là, je vais vous montrer quelles sont potentiellement les bases épigénétiques de variation naturelle de la réponse au stress chez les rongeurs. Donc il y a chez la souris
différentes lignées de souris, donc différentes lignées qui sont, on appelle ça isogéniques, c'est-à-dire qui ont exactement les mêmes gènes. Et en particulier, une lignée consanguine, voilà, une lignée qui s'appelle BALP-C, qui est une lignée de souris qui est extrêmement sensible au stress. Et il existe une autre lignée qui, par contre, est beaucoup plus résistante au stress, les C57 Black 6, qui sont noirs. Donc chez ces deux lignées, il y a des tas d'analyses comportementales pour vraiment caractériser les phénotypes de stress qui ont été faites, et des analyses moléculaires au niveau épigénétique. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il existait des différences assez marquées de la méthylation de certains gènes. Et là, je vous en montre un en particulier, c'est un gène qui code pour un facteur neurotrophique. Les facteurs neurotrophiques sont des facteurs qui sont libérés par les neurones en particulier, qui permettent la bonne croissance des cellules nerveuses et la bonne maintenance des cellules nerveuses. Bon, mais peu importe le gène, parce qu'en fait, c'est un phénomène, cette différence de méthylation entre les souris sensibles au stress et les souris résistantes au stress est assez est importante. Ça concerne de nombreux gènes. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Mais là, on va se concentrer sur ce gène-là parce que le mécanisme est assez intéressant. Parce que ça implique le recrutement. Je vous disais que lors de la transcription des gènes, on a besoin de toute une machinerie, donc des protéines qui ont besoin d'être recrutées au niveau des gènes. Et ce qui se passe là, de façon assez surprenante, c'est que chez les lignées qui sont sensibles au stress, ce ne sont pas les mêmes molécules qui sont recrutées au niveau du gène que chez les lignées qui sont résistantes au stress. Je vais peut-être vous montrer un petit schéma, ça va simplifier l'explication. Donc voilà la lignée qui est sensible au stress, BALP-C, donc c'est des souris qui sont blanches, qui sont albinos, c'est vraiment très difficile de travailler avec elles parce qu'elles sont hyper émotives, hyper sensibles. Et si on les expose à un stress, la CUMS, c'est pour un stress chronique imprévisible. Donc si on les expose à un stress chronique imprévisible, elles montrent des comportements complètement mal adaptés. Elles vont être montrées, enfin, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais elles ont du mal à supporter ce stress et ont des réponses comportementales qui sont tout à fait inappropriées. Donc ce que les chercheurs qui travaillent sur ce sujet ont fait, c'est qu'ils ont extrait les cerveaux de ces souris. C'est aussi un avantage des animaux, c'est qu'on peut les disséquer et utiliser le tissu nerveux. Donc ils ont extrait le cerveau de ces souris et fait des préparations au niveau des gènes. Et il y a des techniques qui permettent donc d'isoler les gènes et d'isoler toutes les protéines qui sont associées à un gène particulier, en utilisant des anticorps en particulier. Donc, ce qu'ils ont observé ici, c'était une différence assez subtile mais marquée dans l'ensemble des protéines qui sont recrutées au niveau du gène, de ce gène GDNF. Donc chez les deux lignées, le gène GDNF est méthylé au niveau du promoteur. Vous voyez cette lignée-là qui est sensible au stress, et en dessous on a la lignée C57 qui est résistante au stress, mais il y a également un méthyle. Donc l'ADN, le promoteur de ce gène GDNF, mais peu importe quel gène, est méthylé. Et parce qu'il est méthylé, il va recruter une protéine en particulier qui s'appelle MSCP2. MSCP2, c'est une protéine qui reconnaît uniquement l'ADN méthylé. Et s'il y a une mutation dans ce gène, c'est responsable du syndrome de Rett, qui est une maladie neurologique que vous connaissez probablement, qui est dégénérative en quelque sorte, qui est assez dramatique, qui touche les filles. Les filles, parce que le MSCP2 est un gène qui est présent sur le chromosome X, donc les filles sont plus affectées que les garçons. Donc l'ADN est méthylé chez les deux lignées, donc jusque-là tout est semblable. Le facteur MSCP2 va être recruté chez les deux lignées, parce que c'est un facteur qui se lie à l'ADN méthylé. Mais par contre, à partir de là, les autres facteurs, les facteurs supplémentaires qui sont nécessaires à l'activation ou à la répression du gène, vont être différentes chez les deux lignées. Chez la lignée qui est sensible au stress, MSCP2, une fois fixé sur le promoteur du gène, va recruter une histone déacétylase. Donc c'est une enzyme qui enlève l'acétyl, les résidus acétyles des protéines histones.
Donc je vous ai dit tout à l'heure, les protéines histones peuvent être phosphorylées, acétylées, méthylées. Et ça, c'est une enzyme particulière qui déacétyle les protéines histones. Donc vous voyez que la méthylation de l'ADN, par le biais de cette protéine-là, va recruter une enzyme qui est négative en quelque sorte, parce qu'elle va enlever les résidus acétyles qui sont nécessaires à une bonne marche, à une bonne activité du gène. Donc les résidus acétyles vont être ôtés de façon pathologique. Le gène ne va pas pouvoir être exprimé, c'est-à-dire que la protéine qui est codée par ce gène ne va pas être synthétisée. Et ça, c'est responsable des comportements maladaptatifs. Quel est le lien entre le gène GDNF et les comportements maladaptés? Ça, c'est assez compliqué. Je ne connais même pas vraiment moi-même ce lien. Mais tout ça, ça indique qu'il y a une altération de l'expression des gènes qui sont nécessaires à l'utilisation d'une réponse comportementale adaptée. Et on voit que si ces souris sensibles au stress, là, qui du coup, à cause de cette combinaison de protéines, n'expriment pas la protéine qu'elles devraient exprimer et ont des comportements mal adaptés, si on les traite avec un antidépresseur, l'imipramine, tout ça, l'imipramine va permettre de corriger ces altérations, c'est-à-dire qu'il va se débarrasser de la protéine MCP2, ce qui va lever l'attraction du HDAC2, ce qui va permettre une acétylation normale du gène, une activation de ce gène, la protéine va être fabriquée normalement et il va y avoir une restauration, une réversion des problèmes de maladaptation. Donc la souris va se comporter tout à fait normalement. Donc ça, ça vous indique aussi une voie, un des mécanismes potentiels des antidépresseurs. Certains antidépresseurs agissent par ce genre de biais, c'est-à-dire qu'ils agissent en modifiant les protéines qui sont recrutées sur certains gènes. Donc ça, c'est pour la souris qui est sensible au stress, qui réagit mal. Alors la souris qui est résistante au stress, qui a une réponse tout à fait adaptée, elle utilise c'est un autre mécanisme qui est employé. Donc, comme je vous disais, la méthylation a lieu, la MCP2 est recrutée tout à fait comme dans l'autre lignée, mais là, au lieu d'avoir une protéine négative qui est recrutée, là, on a une protéine positive, CREB. CREB est un facteur de transcription. Donc c'est un facteur qui se lie directement au promoteur du gène et qui favorise son activité. Donc là, le gène va être actif normalement. La protéine va être fabriquée, ce qui va permettre d'obtenir la réponse adaptée. Donc vous voyez cette petite différence, au niveau mécanistique, ce que ça implique. Donc l'exposition, donc ça implique des différences de profil épigénétique et des différences dans les protéines qui sont recrutées sur chaque gène. Et vous voyez que selon que ce soit cette protéine-là ou une autre qui soit recrutée, la réponse comportementale peut être complètement opposée. D'où l'importance de comprendre vraiment au niveau mécanistique ce qui se passe sur certains gènes. Ça, je pensais vous en parler, mais ça a été abordé. Je pense que je vais pas approfondir, mais je vais plutôt me concentrer sur... Ouais, je pense que je vais plutôt me concentrer là-dessus, parce que on peut en parler peut-être à la pause pour ceux qui sont intéressés, mais je pense que c'est important de vous montrer ces modèles de souris. Donc ce sont des modèles qui ont été manipulés pour faire subir du stress prénatal ou du stress postnatal chez les souris. Et ensuite, des analyses épigénétiques pour essayer de comprendre ce qui se passe lors de l'exposition en prénatal, pendant la période gestante de petits à un stress ou pendant la période postnatale. Donc il y a différentes manières de stresser une souris pendant la gestation. Et une de ces manières est d'enfermer la femelle gestante, par exemple là, chaque jour pendant, je crois que c'est environ 10 minutes, un quart d'heure, dans un tube. Donc elle est complètement serrée, elle ne peut plus bouger, donc c'est extrêmement stressant. Pour une souris, qu'elle soit gestante ou qu'elle ne soit pas gestante, c'est un facteur de stress assez important. Il ne faut pas que ça soit prolongé, trop prolongé, sinon la souris s'habitue. Au bout d'un certain temps, moi, elle se dit, il ne se passe rien, je suis un petit peu serrée, mais ça va. Mais si c'est important, parce que les souris ont des facultés d'adaptation assez phénoménales.
En tout cas là, si c'est bref, et si la souris, la souris gestante est au stade, c'est 7 jours, stade embryonnaire, donc l'embryogenèse chez la souris durant 21 jours, donc les petits naissent au bout de 21 jours, donc là ça représente quand même les 3/4 de la période embryonnaire. Donc si chaque jour, de façon répétée, la femelle gestante est placée dans ce tube, ça provoque des modifications épigénétiques assez importantes. Et dans certaines régions du cerveau. Et notamment, ça va augmenter l'activité des DNMT, donc de ces enzymes qui permettent de méthyler l'ADN. Comme je vous ai présenté, la DNMT3, ce sont les enzymes qui permettent d'ajouter de nouveaux résidus méthyl sur un ADN qui n'est pas du tout méthylé, alors que la DNMT1, c'est l'enzyme qui permet de copier un résidu méthyle qui est sur un brin sur l'autre brin. Donc vous voyez que être exposé à un stress pendant ce stade embryonnaire, là maintenant on a affaire au cerveau des petits lorsqu'ils sont adultes. Donc le cortex ou l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une région qui est plus profonde dans le cerveau, qui est indispensable aux fonctions cognitives, à la mémoire en particulier. Donc on voit, et là vous avez la situation chez les contrôles, donc qui est cette courbe-là. Donc là vous avez les niveaux d'expression de chacune de ces enzymes, donc DNMT1 et la DNMT3, au cours du développement postnatal. En fait, ils ne sont pas adultes, ils ne sont pas adultes, c'est après la naissance. 1 jour, 7 jours, 14 jours, 60 jours après la naissance. Donc, on voit la situation, donc les niveaux de DNMT1 chez les souris contrôle, les sourisseaux contrôle et ensuite les sourisseaux qui deviennent adultes. Donc, il y a une forte quantité de DNMT1 à la naissance et ça diminue. Par contre, cette diminution est beaucoup moins importante chez les souris chez les petits dont la mère, donc les petits qui étaient au stade embryonnaire, dont la mère a été soumise à ce stress. Donc il y a trop de DNMT1, donc trop d'enzymes qui permettent la méthylation de l'ADN chez ces souris. Et il y en a trop dans différentes régions du cerveau, dans le cortex et dans l'hippocampe. Donc vous voyez un effet direct du stress sur une enzyme qui est extrêmement importante pour réguler tout le profil épigénétique. Donc on peut s'imaginer que là, il va y avoir des tas de gènes qui vont être anormalement méthylés à cause d'un excès de DNMT1 et un excès de DNMT3. Donc si encore il n'y en avait qu'une seule des enzymes qui était surexprimée, on pourrait se dire que le système peut peut-être compenser. Mais là, ce sont les deux enzymes, celles qui mettent des nouveaux résidus méthyl et celles qui les maintiennent, qui les copient à l'autre brin, qui sont toutes les deux surabondantes dans le cerveau, dans différentes régions du cerveau de ces petits dont la mère a été soumise à un stress. Je vous mentionnais le fait que les souris sont bien pratiques parce qu'on peut extraire leur cerveau, mais c'est quand même toujours utile d'essayer de faire la corrélation avec l'homme. Et en l'occurrence, là, chez des patients schizophrènes et dépressifs, post-mortem, des analyses identiques ont été faites. C'était bien utile d'avoir ces informations chez la souris parce qu'on a su exactement où regarder, quelle enzyme analyser dans le cerveau, dans les échantillons de cerveau de ces patients. Et chez les patients schizophrènes et dépressifs, il y a également une augmentation de ces deux enzymes, de la DNMT1 et la DNMT3. Évidemment, les patients schizophrènes et dépressifs n'ont pas été soumis au même genre de stress, mais on peut s'imaginer qu'ils ont été soumis à du stress, peut-être pendant le développement, pendant la grossesse de leur mère ou peut-être après la naissance. En tout cas, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a des altérations épigénétiques qui peuvent être semblables chez les rongeurs et chez l'être humain. Ça montre simplement la conséquence du stress prénatal sur les gènes. Donc on a vu que ces enzymes qui sont responsables du transfert de résidus méthyl sur l'ADN sont surabondantes. Donc on pourrait s'imaginer que la méthylation de certains gènes va être excessive. Et c'est le cas sur deux gènes en particulier, sur bien plus d'autres gènes
probablement, mais là, ces chercheurs ont examiné 2 gènes. L'aréline, c'est un gène qui est important pour le développement du cerveau. Et GAD67, c'est un gène qui est exprimé par les neurones GABAergiques qui sont responsables de tous les processus d'inhibition dans le cerveau. Donc on voit que ces 2 gènes ils ont plus de DNMT1 qui sont liés à ces gènes. Ces gènes sont donc, il y a plus de DNMT1 qui est accroché à ces gènes, et on voit que ça conduit à une augmentation de la quantité de méthylation de ces gènes, que ce soit pour le gène l'aréline ou le gène de GAD67. Donc on voit toute cette cascade, cet enchaînement d'événements qui sont induits par le stress précoce, donc trop de DNMT et du coup trop de méthylation de certains gènes. Et là encore, on a pu faire la corrélation avec l'être humain, donc chez les mêmes patients schizophrènes. On a vu également que le promoteur exactement les mêmes gènes, le gène de l'aréline et de la GAD67, sont hyperméthylés, et l'expression de ces gènes est diminuée. Parce que ces gènes-là suivent le concept classique de la méthylation de l'ADN étant un phénomène répresseur qui empêche l'expression des gènes. Donc vous voyez, là encore, c'était bien utile d'avoir ces données chez les rongeurs, et ça montre la similitude des profils, des mécanismes épigénétiques, et la similitude des effets du stress sur ces profils épigénétiques. Donc ça, c'était un exemple marquant de stress prénatal. Il y en a plein d'autres qui montrent également des modifications épigénétiques. Maintenant, il n'y a pas que la période de l'embryogenèse qui est sensible aux facteurs environnementaux, sensible au stress. La vie postnatale et l'exposition à du stress chronique ou non, après la naissance, peut conduire également à des altérations des profils épigénétiques. Chez la souris, il y a différentes manières de stresser, de stresser ces animaux de façon postnatale. Si on veut que le stress soit immédiat après la naissance, la manipulation qui marche le mieux est de la séparation maternelle. Donc la séparation maternelle, ça consiste vraiment à séparer les petits de leur mère le jour de leur naissance ou un jour après. Et il y a différentes procédures. Ça peut être une séparation relativement courte, 3 heures, répétée chaque jour, de façon prévisible ou imprévisible, c'est-à-dire chaque jour exactement à la même heure, ou alors chaque jour à différentes heures. Le fait que ça soit imprévisible a beaucoup plus d'impact, ça donne un stress chronique beaucoup plus important, et ça correspond beaucoup plus à ce qui se passe chez l'homme. Une famille qui est stressée, une maman... là, je vous parle chez l'homme des stress vraiment importants qui sont combinés à de la violence, par exemple, dans la famille, absence de soins, abandon. Souvent, ces circonstances ça se passe pas exactement de la même manière chaque jour. La notion d'imprévisibilité dans l'impact du stress chez l'homme est extrêmement importante. Plus un stress est imprévisible, moins l'individu est capable de prédire que quelque chose va se passer. Il sait que quelque chose de désagréable ou de pas favorable va se passer, il ne sait pas quand, il ne sait pas comment, et il ne sait pas comment il va pouvoir réagir. Donc ça, la notion d'imprévisibilité dans le contexte des maladies psychiatriques est extrêmement important. Donc là, je vous montre un exemple des conséquences de la séparation maternelle sur un gène en particulier, qui est le gène de l'arginine vasopressine, mais c'est un gène qui est impliqué dans les circuits de stress. Mais en fait, peu importe là non plus, là aussi le nom du gène. Ce qui est important de remarquer est qu'il y a une modification des profils de méthylation de ce gène qui est extrêmement importante. Donc il y a une diminution de la méthylation de ce gène qui persiste quasiment tout au long de la vie. 1 an chez une souris, ça représente à peu près la moitié de la vie. Une souris vit en général 2 ans, 2 ans et demi maximum. Donc vous voyez qu'un stress ELS est pour Early Life Stress, c'est-à-dire c'est un stress qui est appliqué juste après la naissance pour quelques jours. Vous voyez que 6 semaines, donc plusieurs semaines après le stress lui-même, il y a une diminution assez importante
de différents résidus CPG. Vous vous souvenez que la méthylation, c'est sur les C qui précèdent un G. Donc chaque barre ici montre un CPG sur ce gène arginine-vasopressine. Donc vous voyez quasiment tous les CPG n'ont pas suffisamment de méthylation. Et ça, cette altération persiste. Elle est encore présente 3 mois et même 1 an après le stress. Donc vous voyez les effets à long terme de ce genre de manipulation. Et quelles sont les conséquences? De façon similaire à ce que je viens de vous montrer tout à l'heure sur les différences entre des lignées de souris qui sont sensibles au stress et des lignées de souris qui sont résistantes au stress. Tout ça au niveau mécanistique, c'est un mécanisme relativement fin, mais qui a des conséquences sur l'expression des gènes qui est assez importante. Donc là, chez les souris contrôle, ce gène APV doit être réprimé, parce que c'est un gène dont l'expression n'est pas nécessaire. Enfin, si c'est un gène qui lorsqu'il est surexprimé, conduit à des profils de maladaptation au stress. Donc, chez les souris contrôle, le gène est réprimé. Il est réprimé parce que vous voyez sur le gène, on ne m'entend plus du coup là. Bon, il y a tout un ensemble de protéines qui sont liées au promoteur du gène, ce qui fait que le gène est réprimé, il est exprimé en petite quantité. Par contre, chez les souris qui ont été soumises à un stress postnatal, donc séparation maternelle, merci. Séparation maternelle, tout ce complexe de protéines ne se fixe plus, parce qu'il y a une petite modification, il y a une petite phosphorylation d'un des composants, c'est assez subtil comme modification, mais c'est suffisant pour détacher l'ensemble de ce complexe de protéines qui réprime, c'est un complexe répresseur. Donc ce frein, c'est un frein moléculaire en quelque sorte, ce frein moléculaire est levé, du coup le gène AVP est exprimé de façon pathologique, parce que normalement il devrait être réprimé, et l'expression anarchique, en quelque sorte, conduit à la présence de l'AVP anormale, qui conduit à l'AVP étant un des composants des stress, de la voie de signalisation du stress. Toute cette voie de signalisation de stress fonctionne de façon anormale. D'où les réponses comportementales mal adaptées. Donc vous voyez encore une fois que c'est malgré la subtilité de la modification, c'est simplement dans un cas, il y a un répresseur qui est recruté grâce aux marques épigénétiques. Dans l'autre cas, ce complexe de protéines est évacué, mais que la conséquence sur l'expression des gènes est complètement opposée, est dramatiquement opposée. Dans un cas, le gène n'est pas exprimé, dans l'autre cas, le gène est exprimé, et que ça a des conséquences sur le comportement qui sont relativement directes. Bon, le soleil va disparaître bientôt. Non, c'est très bien, ça ne me déplaît pas d'avoir le soleil. Non, mais c'est très bien, ne vous souciez pas. Maintenant, je vais vous présenter un modèle qui, c'est du travail que nous avons fait dans le laboratoire, qui a examiné l'effet du stress imprévisible maternel sur les profils comportementaux et sur les bagages épigénétiques. Oui, c'est bien, merci. Donc c'est une manipulation qu'on a mise au point pour essayer d'imiter un tout petit peu, de reproduire la situation chez l'homme, où, comme je disais, dans les familles dissociées, dans les familles où il y a de la violence, les enfants sont soumis à des stress imprévisibles de façon chronique. Et on a observé souvent chez ces familles que ces enfants, lorsqu'ils étaient adultes, pouvaient développer des profils pathologiques de maladies psychiatriques comme la dépression, la schizophrénie, borderline. Donc on a mis au point cette manipulation qui consiste à une séparation imprévisible, quotidienne, donc à n'importe quelle heure de la journée. C'est 3 heures par jour et c'est de la naissance à 2 semaines après la naissance. Donc comme je vous disais, une souris
la gestation est de 3 semaines et la croissance, la période pré-sevrage est de 3 semaines également. C'est-à-dire qu'un souriceau est indépendant de sa mère lorsqu'il atteint l'âge de 21 jours. Donc cette manipulation est faite jusqu'au stade de 2 semaines. Ça représente 2/3 de la vie postnatale, la vie pré-sevrage. La dernière semaine, avant le sevrage, les animaux ne sont pas séparés, ils sont avec leur mère de façon complètement normale. Donc si on rapporte ça à l'être humain, ça correspondrait à un stress à peu près de la naissance jusqu'à, je dirais, l'âge de 10, 12, 13 ans. Donc le stress consiste en une séparation des petits de la mère, mais en plus de cette séparation, la mère est elle-même stressée de façon imprévisible pendant les 3 heures de séparation, donc soit en étant mise dans un tube, comme je vous ai montré tout à l'heure, soit en étant mise dans un verre ou dans un bécher d'eau froide. C'est un test de nage forcé. Ne vous offusquez pas, c'est un test de nage forcé qui est bien utile. Il a été développé dans les années 70 par M. Porsolt. Et c'est un test pour tester les antidépresseurs. En fait, ça marche comme ça. Si on met une souris ou un rat dans un verre ou dans un récipient d'eau froide, l'animal va nager, va essayer de s'échapper. Et lorsqu'il réalise qu'il n'y a pas d'échappatoire, il va commencer à flotter. Un animal qui est déprimé ou dépressif va se battre, va nager un tout petit peu, mais abandonner relativement rapidement et flotter au bout de quelques secondes. Donc si on mesure le temps de nage et le temps de flottaison et le temps que l'animal met à flotter, la latence pour flotter, c'est un indicateur vraiment très, très précis de l'état dépressif. Donc une souris ou un rat qui est déprimé, qu'on injecte avec un antidépresseur, va continuer à se battre aussi longtemps qu'une souris contrôle. Donc c'est une tâche complètement validée qui est vraiment très utile pour les études cliniques ou précliniques. Donc ce paradigme-là de séparation maternelle qu'on appelle MSUS, bon c'est l'abréviation en anglais, mais c'est pour la séparation maternelle imprévisible combinée à du stress maternel imprévisible. Donc et comment on s'intéressait à la transmission à travers les générations, on a produit plusieurs générations, donc des progénitures les unes à la suite des autres, et ça sur 3 générations. Donc la manipulation est faite une fois sur ce qu'on appelle la F0. Donc la F0 sont les mères qui elles-mêmes sont séparées de leurs petits. Donc ces petits, donc c'est une séparation encore une fois pendant 2/3 de la vie postnatale avant le sevrage. Donc pendant 2 semaines. Ensuite les petits, on attend qu'ils soient adultes. Une fois qu'ils sont adultes à peu près à 2 mois et demi au niveau comportemental. 2 mois et demi, 3 mois. On teste leur comportement, je vais vous montrer quelques-uns de ces comportements. Et une fois qu'on les a testés, on prend les mâles et on va les croiser avec des femelles normales, sauvages. C'est des femelles qui n'ont jamais eu de petits, qui n'ont jamais été exposées au stress, qui sont totalement normales. Et on génère la deuxième génération, donc ces petits-là qui, eux, ne sont jamais séparés de leur mère, qui grandissent dans des conditions tout à fait normales. On attend qu'ils soient adultes, on teste leur comportement. Et on répète l'expérience en prenant ce mâle F2, en le croisant de nouveau à une femelle complètement normale, sauvage, qui n'a jamais été exposée au stress, et on génère la 3e génération. C'est important d'aller jusqu'à la 3e génération, parce que comme l'a dit M. Gir, en fait, c'est les premiers individus dont aucune cellule, même la cellule germinale duquel ils sont issus, n'a été exposée au stress directement. Parce que là, vous imaginez, ces petits-là, ils ont des cellules germinales en développement. Donc ces cellules germinales en développement ont été exposées au stress. Cette cellule germinale-là va donner naissance à cette génération-là. Mais la cellule germinale de cette souris-là, ce petit souriceau qui va donner naissance à la génération suivante, elle n'a jamais été exposée au stress. Pardon. Donc si on envisage ce concept de transmission épigénétique, c'est vraiment indispensable d'aller jusqu'à cette génération, parce que là, il n'y a absolument rien, il n'y a aucun lien. Le seul lien, c'est une cellule germinale qui, ici, a été exposée au stress, mais ici, pas. Donc, c'est la première génération qui n'a vraiment jamais vu une seule seconde du stress. Et qui n'a même jamais été en contact avec les pères qui, eux, ont leur père qui a été exposé au stress.
Je dois vous dire qu'on a fait l'expérience aussi en croisant les femelles. On a obtenu des résultats très semblables à ce que je vais vous montrer, mais je ne vais pas vous les montrer aujourd'hui pour une histoire de temps. En tout cas, juste pour que vous sachiez que la transmission épigénétique qui implique les cellules germinales concerne non seulement les mâles, mais également les femelles. Donc tout d'abord, ce qu'on a fait, c'est toute une série d'analyses comportementales, parce qu'il fallait bien démontrer l'effet de ce stress précoce, imprévisible, chez la souris. Donc, on s'est basé sur la littérature en clinique, et en particulier sur une pathologie qui est la Borderline Personality Disorder. Donc, c'est un désordre de borderline, comme on appelle ça. Il y a quasiment la grande majorité des patients qui ont été soumis à des stress précoces. Donc, souvent des violences familiales, des abus physiques, des abus sexuels. Et qui sont des gens qui ont été élevés dans des familles complètement désorganisées. Donc on s'est basé sur cette littérature clinique, non seulement pour développer notre modèle, mais également pour choisir les tâches comportementales et essayer de voir les symptômes possibles que ces animaux allaient peut-être développer. Donc, et une des caractéristiques des gens borderline, c'est qu'ils sont antisociaux. Donc on a utilisé un test d'interaction sociale pour voir si on observait la même chose chez nos souris. Chez les rongeurs, c'est très facile, c'est des animaux qui sont sociaux, donc c'est très facile d'examiner leurs comportements sociaux. Et une des tâches, c'est le test d'interaction sociale. Donc on met un animal en présence d'un autre, en général un petit peu plus jeune. Et ce qui se passe, c'est qu'ils vont interagir, ils vont se sniffer, se regarder. Là, pas se toucher parce qu'il y a une petite barrière. Mais ça facilite la mesure des interactions. Mais il y a tout un panel de comportements qui montrent qu'il y a des interactions sociales et une reconnaissance sociale. Et ce qu'on a vu chez nos souris, donc ces petits-là qui eux-mêmes ont été soumis à la séparation maternelle, on a vu qu'ils avaient du retrait social, ils étaient antisociaux, et ils ont des problèmes de reconnaissance sociale. Donc bon, c'est un ratio de discrimination, mais en gros, voilà la situation chez les souris contrôle qui ont des comportements sociaux normaux, reconnaissance sociale normale, et on voit qu'il y a une altération significative chez les souris F1. Et ce symptôme, donc c'est une altération des comportements sociaux, est transmis à travers les générations. On voit exactement la même chose chez les F2, donc les petits de ces mâles-là, également chez les F3. Donc une transmission vraiment claire de ces profils de comportements antisociaux. D'autres comportements qui sont caractéristiques des borderline et des comportements dépressifs. Donc voilà le test de Porsol, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure. Et là, on mesure le temps passé à flotter. Et donc vous voyez là que les souris, donc notre modèle MSUS, les petits directement soumis au stress, passent beaucoup plus de temps à flotter. C'est-à-dire, ils essaient de s'échapper un petit peu et ils abandonnent assez rapidement. Donc ils montrent un profil dépressif assez marqué. Et ce profil dépressif est transmis à travers les générations, tout comme le profil antisocial. Vous voyez les souris F2 et les souris F3. Bon, il y a une alternance dans les sexes. Quelquefois, c'est observé chez les femelles et chez les mâles de ces mères-là. C'est un petit peu intriguant. On ne comprend pas à quoi c'est dû, mais en parlant avec des psychiatres, les psychiatres nous disent que c'est quelque chose qui est observé de façon quasi systématique chez l'homme. Qu'un père va plutôt transmettre à ses filles, une mère à ses fils, et qu'il y a souvent une alternance entre les sexes où ces symptômes sont exprimés. En tout cas, ce qui est important ici, c'est qu'on a une transmission claire à travers les générations. On a fait aussi l'expérience chez les F4, et les F4 sont également dépressifs. On a testé aussi il y a d'autres tâches qui permettent de regarder les profils dépressifs. Il y a une autre caractéristique des gens déprimés, c'est l'anédonie. C'est la capacité à prendre du plaisir ou à apprécier les choses. Et chez la souris, on peut tester ça très facilement en leur faisant boire des solutions sucrées. Une souris comme nous aime le sucré. Et une souris qui est déprimée va plutôt préférer l'eau. Elle ne va pas avoir de préférence pour une solution sucrée. Et nos souris, là, montrent un profil d'anédonie vraiment clair qui est transmis à travers les générations. Un troisième type de comportement qui est altéré à travers les générations,
sont les capacités de mémoire. Les animaux c'est une tâche associative, c'est la mémoire de peur en quelque sorte, qui est une mémoire assez robuste. Et on voit que nos animaux ont des problèmes de mémoire de peur. Ils ont aussi des problèmes d'autres mémoires. Ils ont des capacités d'apprentissage et de mémorisation qui sont largement altérées. Et ces altérations sont transmises à travers les générations. Donc tout un profil, tout un panel de symptômes qui sont assez semblables aux symptômes chez les êtres humains et qui sont transmis de façon assez fidèle à travers les générations. Je vais peut-être passer ça parce que c'est un tout petit peu trop moléculaire, un petit peu trop compliqué. Je vais passer au mécanisme. Donc, si vous vous souvenez de mon intervention un tout petit peu plus tôt, je vous ai parlé des mécanismes plausibles dans les cellules germinales. Donc la méthylation de l'ADN, les modifications post-traductionnelles des protéinehistones et les petits ARN. Donc nous, on s'est intéressé à ça dans notre modèle. Là, on a un modèle où les profils, les symptômes sont clairement transférés à travers les générations. Donc c'est un modèle idéal pour commencer à creuser un tout petit peu les mécanismes potentiels. Donc je vais vous montrer des données qui concernent la méthylation de l'ADN et les petits ARN. On a commencé à regarder les modifications post-traductionnelles, mais c'est un petit peu compliqué, donc là, je n'ai pas de résultat aujourd'hui. En tout cas, ce que je vais vous montrer, c'est que le stress traumatique, tôt dans l'enfance, en tout cas chez les rongeurs, provoque des modifications de la méthylation de l'ADN et provoque des modifications de l'expression des petits ARN dans les cellules germinales mâles. Donc, excusez-moi de vous interrompre, nous avons encore 5 minutes avant la pause, si vous pouvez essayer d'aller rapidement. Merci. Donc là, maintenant, vous êtes assez familier avec les schémas d'un gène. Donc là, on a un gène. En l'occurrence, c'est un gène qui code pour un récepteur d'hormones de stress. Donc c'est tout à fait, c'est assez important parce qu'on sait que les profils les voies de signalisation de stress sont altérés. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé le profil de méthylation de ce gène, CRF récepteur 2, dans différents organes ou tissus et dans différentes générations. Et ce qu'on a vu, c'est que le profil de méthylation de ce gène était altéré. Il n'y avait pas suffisamment de méthylation dans les cellules de sperme des petits souriceaux qui étaient eux-mêmes stressés, mais également que ça s'était transmis. Cette altération du profil de méthylation de l'ADN de ce gène est également présent dans le cerveau de leur progéniture, mais également présent dans les cellules de sperme de leur progéniture. Donc vous voyez qu'une modification épigénétique induite par le stress chez ces animaux-là qui sont directement exposés est transmise à la progéniture, dans le cerveau et dans les cellules de sperme. Et là, c'est une diminution de la méthylation de l'ADN. Donc vous pourriez vous dire, le stress altère la machinerie de méthylation de l'ADN, donc tous les gènes, ou une grande partie des gènes, vont avoir moins de méthylation. Or, ce n'est pas le cas, parce qu'il y a certains gènes, je reviens à MSCP2 dont on a parlé tout à l'heure, lui par contre, il a trop de méthyle. Vous voyez qu'il y a une augmentation, de nouveau dans les cellules de sperme des souriceaux soumis au stress, dans le cerveau de leur progéniture, et dans les cellules de sperme de la progéniture. Et ça a un effet direct fonctionnel sur l'activité du gène. L'activité du gène est diminuée. Donc vous voyez, certains gènes ont trop de méthyle, d'autres n'en ont pas suffisamment. Et dans tous les cas, tous les gènes dont le profil de méthyle est altéré ont leur activité altérée. Et c'est vraiment spécifique de certains gènes. Ce n'est pas n'importe quel gène, parce que si on regarde d'autres gènes, MAOA, peu importe, le fait est que certains gènes ne sont absolument pas altérés. Donc on ne sait pas pourquoi il y a certains gènes qui sont surméthylés, d'autres qui sont sous-méthylés, d'autres qui ne vont pas être affectés. En tout cas, c'est comme ça. C'est peut-être en fonction de où ils se trouvent sur la chromatine. En tout cas, vous voyez que le stress a des cibles particulières et que sur certaines cibles, il va avoir un effet positif, sur d'autres, un effet négatif. Donc je vais passer aux petits ARN, parce que ça, ce sont des résultats qui sont complètement nouveaux, qui ne sont même pas encore publiés. Donc vous aurez un petit peu la primeur. Donc pour revenir un petit peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure, il était récemment montré que les cellules de sperme, en tout cas chez l'homme, contenaient de grandes quantités de petits ARN. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait de nouveau ce modèle de souris bien pratique, qui a des transmissions, des profils similaires à des maladies épigénétiques, des maladies psychiatriques qui sont transmises à travers les générations. Donc non seulement on peut récupérer leur cerveau assez facilement, mais on peut récupérer aussi leurs cellules germinales. Donc on a récupéré le sperme de nombreux mâles
Il nous en a fallu plus d'une cinquantaine. Et on a extrait l'ARN de ces cellules germinales. Et il y a une technique qui a été développée assez récemment qui permet à grande échelle de séquencer l'ARN. Donc, bon, on a parlé de l'ADN, on peut séquencer l'ADN, mais comme l'ARN est une copie conforme de l'ADN, on peut également séquencer l'ARN. C'est des bases qui sont un tout petit peu différentes, mais on peut définir la séquence de l'ARN de façon assez précise. C'est une technique qui s'appelle deep sequencing, c'est du séquençage répété à grande échelle. Et ce qu'on a vu dans les cellules germinales de nos souris mâles qui eux-mêmes ont été exposés au stress, c'est qu'il y avait un certain nombre de micro-RNA, donc la liste est là, qui étaient surabondants. Il y en avait beaucoup trop dans les cellules de sperme. Donc vous voyez, celui-ci par exemple, il y en a 2,5 fois trop, 2 fois trop, donc des quantités excessives. On a confirmé ces données et en fait on s'est rendu compte que les quantités excessives de micro-RNA, ce n'était pas que dans les cellules de sperme, mais il y en avait également beaucoup trop dans le sérum. Donc, ce qui est une information vraiment importante, parce que vous dites, bon, le sperme, on ne peut pas vraiment forcément l'extraire chez tout le monde, chez l'homme. Par contre, le sang, on peut le prendre chez n'importe qui. Et mesurer un micro-RNA dans le sang, ça se fait très facilement. Donc, si ça, c'est quelque chose qui se confirme chez l'homme, on espère, c'est des choses qu'on est en train de faire, d'ailleurs en collaboration avec des collègues cliniciens. Si on mesure la quantité de micro-RNA dans le sérum, ça peut refléter des altérations qui se placent au niveau des cellules germinales. Non seulement au niveau des cellules germinales, mais au niveau du cerveau également. Parce qu'on a vu que dans l'hippocampe, il y avait de façon semblable un excès de micro-RNA. Et que cet excès de micro-RNA dans le cerveau des souriceaux qui eux-mêmes ont été soumis au stress était également présent dans la progéniture de ces mâles. Donc vous voyez, surabondance de micro-RNA dans différents endroits du corps, chez les souriceaux eux-mêmes soumis au stress, mais également dans leur progéniture. Et on a fait une expérience ultime qui démontre le rôle de ces micro-RNA dans l'expression de ces profils comportementaux. C'est qu'on a pris ces ARN et on les a injectés dans un œuf sauvage, fertilisé. Donc c'est assez facile de faire ça chez la souris. Donc on prélève des œufs fertilisés de femelles qui ont été accouplées. Et puis, sous un microscope, on peut injecter l'ARN. Donc, l'ARN de sperme, dont on sait où il y a trop de micro-RNA. Ensuite, ces œufs, une fois qu'ils ont été injectés avec l'ARN, on les passe en culture et on peut les réinjecter par chirurgie dans une mère qui était préparée hormonalement pour recevoir ces œufs. C'est comme chez l'homme, en fait, quand on fait de la fertilisation in vitro, on réinjecte les œufs dans une future maman qui était préparée hormonalement. Et ensuite, les animaux qui résultent de ces œufs injectés sont des animaux complètement normaux. Donc, on a attendu qu'ils soient adultes. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé leur comportement. Parce que l'hypothèse était que si les micro-RNA qui étaient en excès dans les cellules de sperme, si maintenant on les injecte à un œuf, les animaux qui en résultent, en principe, devraient avoir les mêmes profils comportementaux que les animaux issus d'un croisement normal. Et c'est exactement ce qu'on a observé. Ces animaux-là sont des profils de dépression et des comportements, enfin là je ne vous ai pas montré ça auparavant, mais c'est une altération du contrôle comportemental qui est observée aussi chez les animaux qui eux-mêmes ont été directement soumis au stress, ainsi que leur progéniture. Donc ça montre vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des petits ARN dans les cellules germinales. Très bien. Voilà, je pense que j'ai terminé. J'avais quelques choses supplémentaires. Là, peut-être sur une dernière table qui vous montre les différentes maladies. Donc ça résume un peu, c'est dans une revue qu'on a écrite il y a quelques années, ça résume les maladies connues, donc Rett, maladie d'Alzheimer, la dépression, la schizophrénie, prédisposition au stress, et les altérations épigénétiques qui sont connues, que ça soit au niveau de la méthylation de l'ADN, l'acétylation des histones, méthylation des histones, et où est-ce que c'était démontré, et puis les modèles animaux. Donc ça vous donne un petit peu une vue de l'ampleur des conséquences d'altérations épigénétiques et leurs conséquences pour certaines maladies.